Le financement hypothécaire multirésidentiel, le financement commercial et le financement des entreprises. Beaucoup d'entre vous nous demandent toujours ces questions-là. Beaucoup, ils veulent se lancer dans l'investissement immobilier ou bien ils veulent ouvrir une entreprise, mais ils ne savent pas par où commencer. Ils confondent des fois le financement multirésidentiel avec le commercial ou bien avec l'entreprise. Et la beauté, c'est que pour le financement d'entreprise, c'est une rareté des personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, la seule option, c'est d'aller vers ta banque, la demander, est-ce que tu peux m'accepter? Mais tu ne sais pas, est-ce que ton dossier est bien préparé? Est-ce que cette banque est la meilleure pour ce genre d'entreprise? Oui, oui ou non? Ou quoi faire? Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi M. Edmond Matar. Edmond, il a plus que 25 ans d'expérience dans le domaine de financement commercial, multilogement et entreprise. Et il est là pour partager avec nous son expérience et pour répondre à toutes les questions qu'on a reçues sur ce sujet. Edmond, bienvenue avec nous aujourd'hui. Merci Antoine, c'est mon honneur d'être avec vous. Donc, Edmond, je commence tout de suite par te demander la question. Peux-tu nous parler un peu, c'est quoi ton rôle, le financement commercial, le financement multilogement, c'est quoi ton rôle et c'est quoi? Exact. C'est une très bonne question, Antoine. Merci beaucoup. Donc, oui, bien sûr. Mon rôle, c'est d'accompagner les entrepreneurs et les investisseurs immobiliers à structurer leur financement de manière stratégique et efficace. Donc, je ne me limite pas à trouver juste un prêt. J'analyse l'ensemble du projet, les revenus, les dépenses, la fiscalité, la valeur future pour bâtir un dossier qui est vraiment solide. Donc, je travaille avec plusieurs institutions financières. Je ne me limite pas à une ou bien deux. Je travaille avec les 6 institutions financières et avec Desjardins, quand même aussi avec des institutions financières qui sont virtuelles. On a Ontario et ailleurs au Québec et au Canada. Donc, je peux comparer et négocier les meilleures conditions selon le profil du client et la nature de la transaction. Donc, que ce soit pour acheter un immeuble à revenu, refinancer un actif ou bien financer l'expansion d'une entreprise, je suis là pour maximiser les chances d'approbation tout en réduisant les coûts de financement, ce qui est hyper important pour les entrepreneurs et les investisseurs. OK. Dans le financement résidentiel, on a encore des banques virtuelles, on a des banques B, on a des prêteurs privés. Est-ce que ça existe encore la même chose dans le financement multirésidentiel? Oui, il y en a quelques-uns qui sont intéressés de faire ces transactions-là, mais veut pas, ça reste un peu restrictif puisque c'est pas évident, surtout avec la situation économique actuelle. Donc, il y a même des institutions financières qui ont décidé de ne plus faire de financement présentement jusqu'à la fin de leur année fiscale, donc jusqu'au 31 octobre de 2025. Donc, on est en attente. C'est limité à quelques institutions financières et quelques institutions virtuelles. OK. Et ça, c'est quelque chose que j'entends souvent car dans le résidentiel où monsieur, madame, tout le monde, on est toujours habitué à c'est qui la banque qui donne le meilleur taux ou X ou Y banque, je suis habitué avec cette banque-là. Mais maintenant, tu dis que des fois, les banques, quand ils vont finir leur budget pour l'année, là, même si c'est la meilleure banque pour ce genre de dossier, ils vont arrêter de prêter. C'est ça? Exact. Donc, ça dépend. Chaque institution financière, dans son bilan, ils ont une limite de ce qu'ils peuvent prêter au niveau multilogement. Donc, dans ce cas-là, il y a quelques institutions financières. En fait, il y en a 3 présentement qui ont décidé de ne plus faire cette année-là. Donc, on est limité à quelques-unes seulement. Puis, chaque institution financière, au niveau multilogement, c'est pas de la même façon que les dossiers sont analysés. Donc, on est capable de chercher plus de financement avec des institutions que d'autres, dépendamment des taux de leurs calculs, des quelques dépenses aussi. Donc, c'est pas de la même façon que c'est traité. Et notre objectif, c'est vraiment de trouver le meilleur fit pour nos clients et avec les meilleures conditions possibles. OK. Donc, si je comprends bien encore, donc peut-être que la banque X, elle va être très ouverte à faire mon dossier en janvier, mais cette même banque, elle va me limiter en mai car ils ont déjà eu leur budget, donc leurs normes peuvent changer dans ce cas-là. Oui, c'est passé avec nous dans les dernières quelques semaines. J'avais 4 dossiers avec une institution financière, je ne vais pas la nommer quand même, avec 2 LOI qui ont été signés.
On a reçu un retour du directeur de compte disant que la banque a décidé de ne plus faire de financement. Et donc, ils m'ont retourné tous ces dossiers-là. Donc, il fallait trouver une autre institution financière qui sera capable de faire ces dossiers-là, tout simplement. Maintenant, j'aimerais te demander quels sont les défis principaux que rencontrent les investisseurs immobiliers ou les entrepreneurs quand ils cherchent du financement commercial. En fait, merci Antoine, c'est une très bonne question. Le plus gros défi, c'est que les gens ne savent pas toujours comment présenter leur dossier. Une bonne idée ou un bel immeuble ne suffit pas. Les banques regardent les ratios précis, la stabilité des revenus, l'expérience du promoteur, la rentabilité nette, etc. Donc souvent, les clients arrivent trop tard après avoir signé une promesse d'achat ou lancé des travaux, sans savoir si le financement est vraiment faisable. Donc, autre défi, chaque banque a ses propres critères. Ce qui est refusé à un endroit peut être accepté ailleurs. Donc, il faut connaître le langage bancaire, savoir quoi mettre en avant et comment justifier certains points sensibles. OK. Et comme moi, ce que je vois souvent que les gens qui commencent, on ne va pas parler des gens qui ont de l'expérience, les gens qui commencent dans ce domaine, ils pensent toujours, ah, tu peux me préqualifier pour aller faire un achat. Mais je dis souvent que dans le commercial, c'est différent. Peux-tu nous expliquer un peu la différence? Exact. Donc, dans le commercial, c'est vraiment différent. Tu ne peux pas préqualifier quelqu'un. Chaque transaction est différente dépendamment de l'immeuble, des revenus de cet immeuble, les dépenses, l'emplacement. Donc, il y a plusieurs critères qui rentrent dans l'équation. On ne peut pas le faire. Certainement, on peut voir si le client a une certaine valeur nette, l'expérience et tout ça. On peut préparer un dossier pour avoir une idée plus ou moins claire, c'est quoi les montants plus ou moins qu'on peut chercher. Mais on n'a pas une préqualification. Tout dépend de l'immeuble et la bâtisse que lui désire acheter. Donc, c'est spécifique à l'immeuble et aux dépenses et revenus de cet immeuble-là. Et beaucoup nous demandent, beaucoup pensent, ah, je vais aller dans le commercial car ils ne vont pas qualifier sur moi-même. Ils vont juste qualifier sur l'immeuble. Est-ce que c'est 100% vrai ou il y a encore, l'emprunteur doit être lui-même solide et jusqu'à quel niveau solide? Ouais, donc en fait, c'est un mélange des deux. Certainement, la bâtisse et ses revenus sont hyper importants, mais la personne qui achète aussi doit être solide, doit avoir une certaine valeur nette, un bon bureau de crédit quand même, puisque ça parle du caractère de l'acheteur aussi. Donc, c'est hyper important. S'assurer que si jamais il y a quoi qu'il soit qui arrive pour l'immeuble ou quoi qu'il soit, donc que cette personne-là, l'investisseur, a la capacité de continuer de payer l'hypothèque. Donc, certainement, il y a des assurances et tout, mais les banques, comme tout le monde le sait, ils adorent être sécurisés de tous les côtés. Donc, et présentement, dans le contexte actuel, avec moins d'institutions financières qui font le financement. Donc, les institutions financières qui restent, ils ont le luxe et le choix de choisir ce qu'ils veulent, comment ils veulent, quand ils veulent. Donc, c'est ça. Donc, c'est bien d'être très bien préparé, d'être solide et de se préparer très bien le dossier pour maximiser les chances et optimiser le financement. Et si j'aimerais te demander comme un exemple concret, comme si je trouve un strip avec commercial qui coûte 2 millions de dollars. Disons qu'en bas, il y a 3 magasins loués. En haut, il y a 4 appartements. Ouais. Donc, est-ce que moi, je dois avoir 500 000 pour acheter ce strip-là? Est-ce que moi, je dois déclarer 200 000 de revenus ou comment? Je sais que la réponse peut être comme très vague, mais il y a beaucoup de situations. Mais est-ce qu'il y a comme quelque chose de global qu'on peut donner, par exemple? De global, oui, on peut donner quelques critères que les investisseurs doivent avoir en tête avant d'y aller en avant. Tout d'abord, on doit faire l'analyse des revenus et des dépenses du strip. On va voir si les clients qui sont là sont des clients AAA, 3A. Donc, c'est des excellents clients qui sont là depuis longtemps, avec des baux qui vont terminer dans pas mal de temps
et des options de renouvellement, c'est hyper important puisque dans ce cas-là spécifique, on l'appelle, c'est un semi-commercial. Puis dans un dossier semi-commercial où il y a un strip aussi, il y a une certaine façon de calculer le crédit du strip. On prend en considération la qualité des locataires, la date depuis quand ils sont là, quand est-ce que le renouvellement va être échu. Est-ce qu'il y a des options? On prend tout ça en considération, puis certains, il y a la partie aussi résidentielle, on fait le calcul, puis on doit respecter une certaine service de dette. En se basant sur cela, on peut savoir c'est quoi le montant que la banque peut avancer et certainement, la différence, ça va être la mise de fonds de l'investisseur. Donc, tout dépend de chaque projet. Chaque projet est à part. Puis, une fois qu'on a ça, on peut voir c'est quoi le montant que l'investisseur doit mettre comme mise de fonds et combien il doit avoir aussi pour se qualifier, puisque la banque ne va pas accepter que tu mets tout ce que tu as dans ce projet-là. Exact. Ouais, elle doit s'assurer que tu as de l'argent à côté pour réinjecter si jamais il y a quoi qu'il soit. Donc, c'est la raison pour laquelle chaque projet est différent puis doit être analysé séparément. Moi, quand j'avais des business, donc c'était comme, ils me demandaient 6 mois de réserve. Donc, est-ce que c'est le chiffre magique comme 6 mois de réserve ou on ne peut pas dire... Non, et on ne peut pas dire puisque tout dépend. Tout dépend de pas mal de choses, de l'économie aussi. Si on est dans une économie comme maintenant, par exemple, où est-ce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne sait pas si les taux vont augmenter ou baisser. Il y a plusieurs points qui sont pas tellement favorables aux entrepreneurs. Donc, il y a plusieurs équations qui rentrent en considération en faisant le calcul puis les analyses. Donc, vraiment, tout dépend de stade de l'économie. Quand il y a un boost en économie, les banques sont plus ouvertes à financer, à avancer, à prendre un peu plus de risques. Dans des cas comme maintenant, c'est le contraire. Ils vont faire des analyses supplémentaires. Ils vont demander plus de garanties. Ils vont demander pas mal de choses pour s'assurer que tout est beau, tout est bien pour eux et qu'ils sont sécurisés. Et là, je pense que ça vient à votre rôle encore, car si moi, je vais aller directement à ma banque, eux autres, ils vont se sécuriser au maximum. Exact. Donc, dans ce genre d'exemple, peut-être que avec une banque A, je pense que, disons, la bâtisse, elle est 100% rentable. Avec une banque B, ça peut être comme en déficit. Est-ce que je me trompe ou... Non, tu as tout à fait raison. Comme je l'ai mentionné, donc tout dépend du langage des banques, puisque comme je l'ai dit avant, ce qui est refusé à un endroit peut être accepté ailleurs. Donc, c'est vraiment différent d'une banque à une autre. Mon rôle, c'est vraiment d'aider à maximiser, optimiser le financement. Pourquoi? Puisque comme quelqu'un qui a travaillé plus que 22, 23 ans dans les institutions financières, donc dans 4 institutions financières, je comprends comment le crédit pense. Puis, tu dois penser comme un banquier et comme un directeur de crédit quand tu veux faire une analyse. Si tu veux optimiser ta chance de faire la transaction. Car c'est eux qui approuvent le dossier, en fin de compte. Exactement, 100%. Et tu dois essayer de mitiger tous les risques. Donc, tu dois penser à tout. Tu dois avancer tous les documents. Tu dois sécuriser la banque. Puisque tout le monde pense que, on a l'immeuble. La banque va prendre l'immeuble si jamais. Mais ils doivent comprendre que les banques ne sont pas dans cette business-là de reprendre les bâtisses et les revendre. Ils doivent s'assurer que la personne a la capacité, l'immeuble génère suffisamment des revenus pour être payé, tout simplement. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'être payé éventuellement. Et certainement, le fait d'avoir la bâtisse comme une garantie, ça les sécurise, donc tout simplement. Ça m'amène à une question pour te demander, en quoi est-ce que ton approche à toi est-elle différente de l'approche d'un banquier ou traditionnel ou d'un courtier classique? Merci pour cette question. Donc, je suis un ancien banquier, comme je viens de l'expliquer, donc je connais parfaitement les critères internes, les ratios, les politiques de risque, mais aujourd'hui, je suis 100% pour le client. Donc, ma différence, c'est que je bâtis le dossier comme
un analyste de crédit, ce qui est hyper important. Donc, pas juste comme un intermédiaire. Je prépare les documents, les ajustements comptables, les projections et j'anticipe les questions des prêteurs. Donc, je n'envoie pas un dossier à 10 banques au hasard. Je sélectionne les bons partenaires en fonction du projet. Donc, tout dépendant, je sélectionne les bons partenaires, certainement, et en fonction du projet, de la région, du profil fiscal, etc. Donc, mon objectif, c'est le long terme toujours. Je bâtis une relation de confiance avec mes clients, pas juste une transaction. Je pense vraiment à long terme. Et c'est ça ce que j'ai adoré, moi, encore en faisant affaire avec toi. Je t'ai référé plusieurs personnes et je voyais que il existe beaucoup d'excellents courtiers, donc vraiment, ils sont bons. Mais avec toi, ce que j'ai vu, que tu as l'approche personnelle, tu as l'approche humaine. Tu comprends que cette personne, elle veut aller à quelque part dans sa vie, même si elle n'est pas prête encore, tu commences à l'encadrer pour lui dire, ah, écoute, regarde, tes états financiers, ça ne marche pas. Il n'y a aucune banque qui va les accepter. Voici comment tu dois travailler pour aller plus loin ailleurs. Donc, même si c'est un projet n'est pas bon aujourd'hui pour cette personne, mais tu comprends le langage interne des banques pour leur guider et tu donnes de ton temps. J'apprécie cette chose avec toi. Merci. Donc, comme j'ai mentionné, comme ancien banquier, mais aussi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc, je comprends ce que les entrepreneurs passent à travers. C'est pas évident. Donc, les banques, quand l'entrepreneur fait très bien, les banques adorent lui avancer du financement. Mais quand ça va mal, c'est là où est-ce que c'est vraiment difficile d'obtenir le financement. Donc, l'objectif, c'est de faciliter de préparer des dossiers vraiment solides où est-ce que tous les risques sont mitigés pour qu'on puisse obtenir la meilleure offre possible avec les meilleures conditions, avec les meilleurs taux. Donc, ma job sera de négocier pour ces entrepreneurs. Je veux que les entrepreneurs continuent à travailler sur les affaires, essayer d'améliorer les choses, augmenter leur chiffre d'affaires, couper leurs dépenses de la meilleure façon possible, puis laissez-moi négocier pour eux avec les institutions financières. C'est pas facile, c'est une job à ton plan, Ah ouais. puis ça nécessite beaucoup de travail. C'est moi qui va le faire pour eux, puis c'est ça. Puis je veux qu'eux concentrent sur leur business et sur les affaires. Une chose qui m'a encore attiré l'attention, que tu regardes bien en détail les états financiers et tu conseilles. Car comme entrepreneur, la majorité sont tentés de dire je vais essayer de mettre toutes les dépenses, payer moins d'impôts, des amortissements, des choses à gauche et à droite. Mais là, toi, tu vas prendre ça en contrôle pour leur juste dire OK, parfait, mais fais attention, voici ce que les banques aiment voir. Donc, vérifie avec ton comptable, vérifie avec pour voir comment tu peux t'améliorer pour arriver plus loin. Ouais, en fait, les entrepreneurs certainement adorent travailler et faire beaucoup d'argent, mais aussi en même temps, ils n'aiment pas payer des impôts. Donc, ils essayent de faire passer pas mal de dépenses en même temps. Donc, mais le problème, c'est un couteau à deux tranches. Donc, pour obtenir le financement, tu dois démontrer qu'il y a une certaine profitabilité et tout. Puis, ça va être ma job de décortiquer les états financiers, puis donner la preuve aux institutions financières qu'il y a beaucoup de dépenses qui sont non récurrentes, puis que l'entrepreneur, ils ont été mis là pour une raison, pour payer le moins possible d'impôts et tout. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'éduquer les entrepreneurs et à travailler un peu plus. Tu dois faire plus, certainement, c'est bien. Tu dois démontrer qu'il y a plus de profit. Tu dois payer si tu veux faire de l'expansion éventuellement dans le futur. Donc, c'est quelque chose d'hyper important. L'expansion. Exactement. Pour faire de l'expansion, ça prend un peu de sacrifice quelque part. Exactement. Edmond, quelles sont les erreurs fréquentes que tu vois les clients font quand ils veulent financer un immeuble à revenu ou une entreprise? Une très bonne question. Il y en a plusieurs, donc je peux les énumérer ou bien énumérer quelques-unes. La première erreur, c'est de signer, par exemple, une promesse d'achat sans avoir vérifié la faisabilité du financement. Deuxième, c'est de mal structurer l'entreprise ou bien le financement. Donc, parfois, la compagnie est mal incorporée ou les revenus ne sont pas bien déclarés. Et souvent, les gens sous-estiment les frais.
inspection, évaluation, frais juridiques, taxes. Enfin, beaucoup croient qu'un bon projet va parler de lui-même, mais dans le monde du crédit, il faut savoir bien le raconter et chiffres à l'appui. Donc, peux-tu me donner un exemple concret où tu as aidé un client à structurer une transaction complexe comme ça? Oui, bien sûr. J'en ai une dizaine, mais c'est une qui me revient vraiment et que je tiens à cœur. L'entrepreneur, l'entreprise et tout ça. C'est des gens qui sont devenus vraiment mes amis. L'histoire a commencé il y a 12 ans à peu près, quand il est venu me voir pour faire un certain financement. Puis quand j'ai commencé à regarder ses états financiers, j'ai réalisé que c'est comme la majorité des entrepreneurs. Il était en négatif. Hein? Négatif et tout. Donc, j'ai commencé à préparer son dossier. On l'a préparé pour 1 an et demi. On a acheté la première bâtisse ensemble. Puis après ça, avec les années, on a acheté 2 autres compagnies. Puis maintenant, cette entreprise-là vaut une dizaine de millions présentement. Donc, c'est une histoire vraiment comme genre success story. Puis je suis fier que maintenant, cette personne-là et ses enfants sont des amis à moi. Donc, c'est un exemple concret, par exemple, comment j'ai travaillé le dossier, ça a pris un peu de temps, puisque les gens pensent que tout est rapide, le financement est rapide. C'est pas vrai. Ça doit se préparer. N'importe quelle transaction doit être vraiment très bien pensée, très bien préparée pour comprendre, comme j'ai mentionné, c'est l'histoire. Tu dois raconter une histoire, tu dois comprendre. Ça doit être accompagné, comme j'ai dit, chiffres à l'appui, pour comprendre comment le crédit pense, comment mitiger tous ces points-là, tous les risques que les banques demandent, les ratios. On doit avoir tout ça à l'appui avec toutes les preuves possibles. On l'a travaillé avec le premier financement, c'était pas à pas. Puis on a commencé on a réussi à construire le nid finalement. Donc on a acheté plusieurs compétiteurs et présentement c'est une très grande entreprise ici au Québec. Wow. Mais c'est ça, donc prendre un petit recul au lieu que si cette personne-là n'était pas accompagnée par toi, je pense qu'il allait se présenter à une première banque, il allait quand même blâmer la banque. Comment ça, vous voyez pas que j'ai un chiffre d'affaires de 2 millions, je ne sais pas, X. Ouais. Aller vers une autre et là, se brûler là-bas. Mais en faisant affaire avec toi, ce qu'il a fait, c'est que tu as pris un petit recul. Donc, ce 1 an et demi de recul, de bien structurer, bien préparer, bien déclarer ce qu'il faut déclarer. Et là, on va très loin. Ouais. En fait, il y a un petit secret que peut-être tout le monde le connaît. Il y a juste quelques institutions financières. Puis la majorité du temps, quand je rencontre les entrepreneurs, ils se sont brûlés déjà avec la moitié des institutions financières. Ouais. Donc, le choix qui reste, c'est peu. Ouais. Et on doit vraiment préparer le dossier pour être capable d'avancer le financement. Ça m'amène à un exemple encore que maintenant, on a vécu ensemble. Le docteur. Oui. Donc, c'était comme un dossier que lui, il était avec sa banque refuse, ou sa banque, je pense qu'ils lui ont dit qu'ils ne veulent pas renouveler ou il doit trouver une solution. Peux-tu nous donner un peu une idée? Oui, en fait, quand Antoine m'a appelé un dimanche à 8 heures du soir et j'ai pris l'appel. Donc, lui, il a répondu un dimanche et moi, j'ai répondu un dimanche. Donc, même si on avance, on est des chefs d'entreprise, mais on continue à servir là où on sent que c'est l'urgent à servir. Exact, puisque tu dois te différencier, puis surtout au niveau service à la clientèle, tu dois revenir aux clients, tu dois parler à tes partenaires, c'est quelque chose d'hyper important. Dans ce cas spécifique, c'est une excellente compagnie. Le problème, c'est que tu dois être capable de décortiquer les états financiers et lire les états financiers. Le problème, c'est que la majorité des gens qui travaillent présentement dans les banques, comme directeurs de compte et tout, ou bien n'ont pas l'expérience suffisamment, ou bien ils n'ont pas le temps à décortiquer les états financiers. Donc, c'est pour cela, ce dossier-là n'a pas été décliné. Le problème, c'est qu'il a été mal analysé, tout simplement. Donc, tout ce que j'ai fait, le moment où Antoine m'a référé le dossier, je demandais tous les états financiers, j'ai vu que c'était un diamant, mais il y avait une épaisseur comme ça de poussière. Donc, il fallait vraiment enlever cette poussière-là pour montrer ce diamant-là. Puis, on l'a fait.
Puis vraiment, pour moi, c'était un success story. Même le client me l'a dit, il a mentionné, il n'a jamais eu à travailler avec une personne comme moi qui lui répond à tout le temps. On a travaillé sur le dossier, les fins de semaine, plusieurs fins de semaine, les soirées, tout ça. Puis on continue. Ça a été autorisé et tout. Puis on espère le finaliser. Donc, dans ce cas-là, je suis hyper fier. Et je sais qu'il y a tellement de potentiel avec ce client-là. Donc, pour le futur, c'est un excellent client pour n'importe quelle institution financière qui va l'accepter, qui va prendre ce dossier. Et même, oui, il m'a témoigné ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que au lieu de juste, toi, comme aller en rush pour, OK, on va présenter le dossier, non. Tu as pris le temps pour bien nettoyer ton diamant. Donc, tu as pris le recul, tu lui as dit, non, écoute, il faut qu'on décortique ça, puis ça, puis ça. Pourtant, il travaillait avec d'autres personnes et avec sa banque et personne n'a parlé des détails que toi, tu as vus à première vue dans le dossier. Exactement. Puis ça, c'est un des problèmes puisque certainement, il y a pas mal de monde qui travaille dans ce domaine-là partout au Québec, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont l'expérience des institutions financières qui ont travaillé à l'intérieur pour une vingtaine d'années plus. Donc, ça, c'est une rareté. On est, je pense, une poignée, tout simplement, qui sont capables de faire cette job-là. Donc, décortiquer les états financiers, voir exactement ce que les banques cherchent, donner aux banques ce qu'ils cherchent avec toutes les preuves possibles. C'est un travail qui demande beaucoup de recherche, beaucoup de documentation, de construire les bilans, les états financiers, les projections avec toutes les preuves à l'appui. Ça, c'est un travail qui est vraiment énorme. Mais c'est ça la préparation. On doit être prêt. Puis, comme je l'ai mentionné, il n'y en a pas beaucoup d'institutions financières. Il y en a quelques-unes. Puis, on ne peut pas se brûler dans les banques puisque finalement, on va être perdant. Vraiment, on doit comprendre, on doit parler le langage des banques. Et dès le début, savoir est-ce que je le présente à cette banque ou non. Exact. Ça fait encore une grande partie de l'expérience. Présenter, attendre 5-6 semaines, et quand tu sais que ça va être refusé à la fin, donc c'est juste une perte de temps. Exact. Donc, ce que je fais, étant donné que j'ai travaillé dans 4 institutions financières et j'ai des amis partout dans toutes les institutions financières, je communique hebdomadairement avec ces banques pour voir qu'est-ce qu'ils ont comme programme et tout. Donc, quand je commence à faire une analyse d'un dossier, j'ai déjà dans ma tête, je sais exactement où est-ce que je dois soumettre ce dossier et c'est quoi l'institution financière qui est la meilleure fit pour ce client-là. Mais d'habitude, je soumets le dossier au moins 2 institutions financières pour garder une certaine... c'est bien quand il y a une compétition entre les banques aussi. Oui, donc, ça aide. Quand les banques compétitionnent, le client gagne. C'est sûr, à 100%. Edmond, pour finir, j'aimerais te demander quel conseil donneras-tu à quelqu'un qui désire investir dans l'immobilier commercial ou dans les multilogements? C'est une excellente question. Donc, je lui dirais, prépare-toi avant de te lancer. Donc, un bon investissement, c'est d'abord une bonne planification. Il faut comprendre les ratios bancaires, bien lire les baux, prévoir les coûts cachés et surtout simuler différents scénarios. Ça, c'est hyper important. Je recommande toujours de consulter un expert avant de faire une offre, même conditionnelle. Et surtout, entourez-vous de bons partenaires. Ça, c'est primordial. Bon fiscaliste, bon comptable, bon courtier, bon notaire. Donc, le bon immeuble au mauvais prix ou mal financé peut devenir un cauchemar. C'est la vérité. Ça devient un cauchemar. Au lieu de devenir l'investissement ou le rêve, on trouve que ça devient un cauchemar. Donc, merci beaucoup, Edmond. C'était vraiment enrichissant. J'aimerais vous demander si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas dans les commentaires. Écrivez-nous vos questions, on aimerait les lire. Ou bien, si vous avez des questions pour Edmond, si vous avez un projet en particulier que vous aimeriez qu'on fasse l'étude, si vous planifiez dans le futur de faire des investissements, écrivez-moi, écrivez à Edmond. On est là pour répondre à ces questions-là. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez quoi faire et n'hésitez pas de la partager. Merci.